bonjour à tous. Donc, merci pour cette opportunité de vous parler donc, de notre expérience avec Zion. Je vais être obligé de vous faire un petit peu d'histoire de la France Mutualiste. Alors, je vais commencer en 1891. Donc, non, je vais arrêter. En fait, c'est une vieille mutuelle. La France Mutualiste, c'est une mutuelle d'épargne retraite qui distribue un produit qui était la retraite mutualiste du combattant, puis qui a distribué de l'assurance vie, et puis qui n'avait pas bougé pendant un certain nombre d'années. Et donc, moi, je suis arrivé en février 2017 dans cette entreprise. En 3 mois, on a fait un plan d'entreprise. En 3 mois, on a fait l'acquisition de médias courtage. En 3 mois, on a modifié le COMEX, changé l'identité visuelle. En 3 mois, on a déménagé et lancé toute la nouvelle gamme. Alors, en 1 an, on a fait un virage complet, un positionnement, donc un positionnement qui est plus une ancienne mutuelle sur la partie épargne, mais un courtier et conseil en assurance mutualiste, c'est-à-dire qu'on distribue maintenant l'ensemble de la gamme des produits, donc auto, habitation, santé, prévoyance, y compris assurance vie. Et avant, on ne le faisait qu'au travers de nos agences et des vendeurs, des conseillers qui étaient itinérants ou dans les agences. Et avec l'acquisition de médias courtage, dont je vais vous parler en 2 secondes, on a pu avoir un multicanal. Alors, on n'est pas encore à l'omnicanal, mais on est au multicanal. Média Courtage, c'est une société qui est basée à Brest, 60 personnes à peu près, maintenant 90, donc ça grimpe assez vite, et qui est un courtier qui travaille derrière les comparateurs, donc, et qui a plusieurs produits et plusieurs fournisseurs selon la gamme que vous souhaitez. C'est-à-dire en auto, on a 3 fournisseurs. On a de l'assurance auto connectée pour les jeunes, on a de l'assurance pour les malucés et malchanceux, et puis de l'assurance standard pour l'auto. Voilà. Et sur chacun des produits, on a plusieurs fournisseurs. Et cette boîte travaille derrière les comparateurs et avec 60 postes de téléconseillers. Donc, on fait ce virage-là, cette transformation, c'est un peu... Ça s'est fait très vite et on a encore pas mal de choses à faire. Mais ce qui est important pour nous, c'est à la fois de rattraper le retard un peu sur le marché qu'on avait, parce que cette mutuelle n'avait pas beaucoup bougé, et puis surtout prendre de l'avance. Et donc, on a également investi dans deux startups qui sont Zion et Testamento. Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai cru beaucoup en leur projet, et deuxièmement, parce que opérationnellement, ça nous aide et ça nous aide beaucoup. Donc, je ne vous parle pas de l'expérience Testamento aujourd'hui, je vais vous parler de l'expérience avec Zion. Voilà. Alors, la problématique à laquelle on fait face, c'est que nos adhérents sont des adhérents âgés de la partie mutuelle, puisqu'ils ont en gros 70 ans de moyenne d'âge, si ce n'est pas plus. Et de l'autre côté, on a des clients qui viennent donc par les comparateurs ou autres, qui ont plutôt 30-35 ans de moyenne d'âge. Donc la problématique, c'est de trouver effectivement des solutions qui conviennent à tout le monde. Et clairement, le digital peut convenir à des jeunes, il peut convenir effectivement à des gens un peu plus âgés, mais dès que vous passez un certain âge, aujourd'hui, c'est pas possible. Et donc, il nous a semblé qu'effectivement, le point de ralliement de tout ça, c'était le vocal. C'était effectivement cette capacité. On voit bien d'ailleurs aujourd'hui que même pour les jeunes, le digital ne suffit plus, on a plutôt tendance à parler, on parle au robot, on parle, enfin bon, je vous fais pas, vous êtes beaucoup plus fort que moi sur l'expérience client, donc je vous en parle pas plus que ça, mais clairement on voit bien que ça bouge, et donc nous, notre credo, c'est qu'effectivement, on va non seulement aller vers des espaces adhérents qui soient bien sûr digitaux, ou qui permettent de faire beaucoup de choses, mais il faut absolument qu'ils soient vocaux, d'une part parce qu'il faut qu'on réponde à une population qui soit n'a pas les compétences ou n'a pas envie d'y aller, soit n'a pas le temps et préfère traiter en vocal. Donc voilà un peu toute l'histoire en quelques mots de notre parcours. Donc on a plein d'autres projets de transformation, mais celui-là est très important et c'est pour ça qu'on s'est appuyé sur Zion. Alors, on a commencé par effectivement un callbot de qualification et ce callbot de qualification nous a permis d'une part de réorganiser un peu tous nos flux parce qu'on avait des tas de numéros de téléphone un peu partout, que ce soit vers la gestion, vers les successions, vers les conseillers, vers les agences, vers les plateformes et puis à Brest, enfin bon bref. Donc ça nous a permis d'une part de réorganiser ces flux et puis surtout de bien les orienter. Donc on a eu une expérience vraiment très réussie. Je vais laisser
Franz en parlait un peu plus d'un point de vue technique, mais clairement, de mon point de vue, en 4 mois, on a été capable, et Franz dira, lui, c'est 4 mois parce que, effectivement, vous savez bien qu'à l'intérieur d'une entreprise, même si elle est agile, petite, il y a des prises de décision quand même, et ça prend tout ça un peu de temps, mais il vous parlera de l'aspect technique et du temps qu'ils ont mis pour développer ça. Le callbot de qualification a été installé, et au départ, on avait un SVI. Un SVI qui était pour les personnes de moins de 70 ans, parce qu'au-delà de 70 ans, on disait il faut surtout qu'ils aient quelqu'un au téléphone et qu'ils aient le standard. Donc, j'ai demandé à Zion de développer ce callbot pour les moins de 70 ans. Puis en fait, on a fait une boulette, on l'a mis à tout le monde sans s'en apercevoir. Et en fait, il n'y a eu aucune remontée des adhérents sur le sujet. C'est parfaitement accepté. Alors, on lui a donné une voix de femme, on a bien sûr choisi un peu cette voix. Elle s'appelle Céline. Et donc, juste pour la plaisanterie, il y en a certains qui disent bonjour madame, au revoir madame. Mais en tout cas, il n'y a aucun problème. Ils sont très satisfaits de ça. Et c'est vraiment une réussite phénoménale parce que du coup, on a beaucoup mieux géré tous ces appels et on a beaucoup mieux géré la demande de nos adhérents. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là simplement pour dire que la deuxième étape que nous allons travailler avec Zion, c'est effectivement maintenant le callbot de traitement, puisque effectivement, il faut qu'on développe en parallèle l'espace adhérent digital et le callbot de traitement. Ce n'est pas la peine de faire 2 fois les mêmes développements, il faut que ce soit des API uniques pour les deux systèmes. Et donc, on est en train de faire ça. Et par ailleurs, on a aussi le projet, puisque à Brest, donc sur la plateforme, on travaille beaucoup par téléphone, mais quand on est avec nos questionnaires sur la partie Internet, pour l'instant, nos questionnaires ne sont pas vocaux, ils ne sont que digitaux. Et l'idée, c'est effectivement de rendre tous ces questionnaires-là vocaux pour que ce soit beaucoup plus facile dans la souscription. Voilà un peu l'histoire. Donc, je pourrais répondre à d'autres questions, bien sûr, sur la France Mutualiste, mais je vais passer la parole à France parce que la partie technique est probablement la plus intéressante pour vous. Merci Dominique. Dominique a très bien présenté l'aspect métier. Donc moi, ce que je vais vous présenter, c'est l'architecture qu'on a mis en place, à la fois chez LFM, mais peut-être aussi en extrapolant un peu à ce qu'on pourrait faire de façon générale chez tout type de clients. Donc effectivement, vous l'avez compris, en fait, il ne s'agit pas uniquement de mettre en place un callbot. En fait, le projet avec LFM, c'est une refonte complète, en fait, de la collecte des flux, de l'analyse des flux, de la qualification, de la distribution, du traitement, voilà, des parcours clients. Donc le callbot est un outil, mais c'est un outil aussi pour réinventer une relation client de demain qui sera, on l'espère, plus performante, plus personnalisée qu'aujourd'hui, avec une partie hybridée par l'intelligence artificielle. Donc effectivement, il y a 2 étapes dans le projet. Alors, chez LFM, on a commencé par l'étape 1, c'est-à-dire le callbot de qualification. Ce n'est pas toujours le cas. Beaucoup de clients commencent par le callbot dit de traitement. Chez LFM, il y avait une problématique qui était initialement la collecte des flux. Il y avait un vrai souci de parcours client, des appels qui n'arrivaient pas forcément au bon endroit. Donc on a démarré par le callbot de qualification. Souvent, on démarre par le callbot de traitement parce que ça permet finalement d'isoler un petit flux et de faire un pilote, un POC sur une typologie, un cas d'usage, et puis s'assurer qu'effectivement ça marche bien. Alors, ce callbot de qualification, c'est un nom qu'on a, c'est une appellation Zion, hein, c'est pas breveté. Ça va être une révolution pour moi dans la relation client parce que ça va remplacer les SVI. Alors tout le monde le sait bien, le SVI aujourd'hui ça fait partie des irritants majeurs de la relation client. C'est des technologies qui sont assez vieilles, hein, elles n'ont pas évolué depuis une trentaine d'années. Elles posent beaucoup de problèmes d'acceptation, de limitation dans les choix. Et donc on va, grâce à l'intelligence artificielle, remplacer les SVI. Alors, dans le cas de LFM, on avait plusieurs numéros au standard, on a aussi 60 numéros dans les agences. Donc grâce à notre technologie, tout ça, ça va arriver sur un numéro unique, ce qui est difficile à faire avec une technologie classique de SVI parce qu'on se retrouve très vite avec un nombre de choix, de sous-choix qui est complètement horrible et donc les gens tapent n'importe quoi. Et on voit bien avec l'augmentation des transferts à tort. Alors qu'avec un callbot de qualification, on peut être en langage naturel, donc on peut avoir un périmètre de collecte en fait, des flux qui est beaucoup plus large. Et au-delà du simple remplacement des SVI, ça va être une évolution de qu'est-ce qu'on cherche à faire dans cette étape de qualification. Et là, ça va vraiment être majeur selon moi. Demain, le callbot de qualification, c'est un peu une brique essentielle, c'est-à-dire qu'il va non seulement essayer de comprendre qui est l'appelant,
Donc comment on comprend ça? Ça peut être, on le reconnaît automatiquement par son numéro de téléphone, on le reconnaît en lui demandant son numéro d'adhérence, son numéro de contrat, sa plaque d'immatriculation quand on est pour Europe Assistance. On peut l'authentifier, donc c'est les problématiques qu'on avait identifiées, on a parlé hier. Donc ça c'est une première étape. La deuxième étape, c'est comprendre pourquoi il appelle. Mais aujourd'hui, quand on veut comprendre quelle est la vraie demande de la personne, on lui dit taper 1, taper 2. Enfin, il y a 5 choix, et puis 5 choix, ça fait 25. Bon. Chez LFM, déjà, chez toi, on a 40 intentions majeures et plein de sous-intentions. Sur un périmètre qui est quand même modeste par rapport à des grandes compagnies de type des utilities ou des choses comme ça, ce serait énorme. Donc on est capable, par exemple sur le Crous de Paris, on a 600 intentions aujourd'hui. On est capable de gérer 600 demandes différentes. Donc la finesse, la granularité de ce qu'on est capable de détecter aujourd'hui, elle est juste en commune mesure avec un SVI. Et au-delà de cette compréhension fine de pourquoi la personne appelle, il y a quelque chose de majeur qui est de comprendre ce que moi j'appelle son contexte à la fois spatio-temporel et émotionnel. Ça veut dire quoi? C'est concrètement quand la personne vous appelle. Elle est où? Elle est dans quelle situation? D'urgence ou pas d'urgence? Est-ce qu'elle a une situation de stress particulière? Et donc là, on rebondit sur les travaux de Nathalie, la chercheuse, sur tout ce qu'on peut détecter dans le signal vocal. Donc actuellement, chez Zion, on travaille sur le développement d'une intelligence artificielle qui va analyser le signal vocal. Et aujourd'hui, on sait déjà détecter, par exemple, le genre. Un homme ou une femme. Donc ça sert à quoi, ça, par exemple? Donc, aujourd'hui, dans SVI, on vous dit taper 1, taper 2. Moi, demain, je vous dirais bonjour madame, êtes-vous prête à répondre à mes questions? Donc on peut personnaliser la relation. Détecter les accents, ou finalement l'origine éventuellement de la personne, ça permet de mieux comprendre si elle vient d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire. Il y a des accents très très forts qui aujourd'hui sont des freins à la reconnaissance du langage naturel. Donc le fait de détecter dans le signal vocal l'origine, on va pouvoir améliorer la compréhension du langage naturel. Après, il y a tout le sujet de l'émotion. Est-ce que la personne est stressée ou pas stressée? Deux cas très simples de callbot qui tournent chez nous en production. On a Europe Assistance. Alors, Europe Assistance, c'est la déclaration de panne. On imagine bien que la personne qui appelle parce que finalement sa voiture ne démarre pas devant l'hôtel Barrière ici, bon, a priori, il n'y a pas beaucoup de stress et d'émotion. Une autre personne qui vous appelle au milieu de la nuit parce qu'elle est rentrée dans un platane et qui est un blessé, il y a de l'émotion. Donc si on n'est pas capable de détecter ça, on ne fait pas vraiment le travail. Donc ce callbot de qualification, ça va être une étape majeure de demain. Une fois qu'on a fait cette analyse très très fine de la personne, pourquoi elle l'appelle et dans quelle situation elle est, on va décider du routage ou du traitement qu'on va y apporter. Donc là, on passe sur une autre étape finalement. Alors il y a une distribution d'appels qui va être faite par les systèmes, mais au-delà de ça, il y a une décision de quel type de traitement on y apporte. Alors on rentre dans les callbots dits de traitement. Pourquoi callbot de traitement? Parce que finalement, là, il va se substituer à l'humain pour apporter une réponse en fonction de la demande. Alors, les grands types de réponses, ça peut être des réponses non personnalisées. Alors ça, c'est de la FAQ. Typiquement, au Crous de Paris, on a beaucoup de FAQ. Les étudiants appellent pour savoir comment je fais pour avoir une bourse, comment je fais pour avoir un logement, c'est quoi la contribution à la vie étudiante voilà, qui coûte 90 €, pourquoi je dois la payer, est-ce que je peux être exempté? Donc ça, c'est des réponses génériques. Après, on peut faire des réponses personnalisées. Donc la réponse personnalisée, il faut appeler le système d'information. Donc il y a beaucoup d'échanges en temps réel dans ces systèmes-là. Donc on va interroger le SI, on regarde le dossier, et du coup, on peut fournir une réponse personnalisée. Dans le cas de LFM, les réponses personnalisées, c'est des adhérents qui vont appeler pour savoir où en est leur compte, leur niveau d'épargne, toutes les problématiques par rapport à leur contrat d'assurance vie ou autre. Après, on peut aller un peu plus loin et faire un acte de gestion. Donc là, l'acte de gestion, c'est que la personne va demander la réalisation d'un acte de gestion simple. On va regarder effectivement si on est habilité à le faire. On va interroger le SI, on va échanger, récupérer un certain nombre d'informations et réaliser l'acte de gestion. Alors, les actes de gestion les plus simples, c'est la réédition de documents. Alors, dans l'assurance, il y a énormément de réédition de documents. D'ailleurs, dans la plupart des secteurs, il y a énormément de réédition de documents. Attestation d'assurance, états fiscaux, etc. Après, on peut aller un peu plus loin dans l'acte de gestion. Bon, Europe Assistance, c'est acte de gestion, je fais venir une dépanneuse. Bon. Et puis, il y a un certain nombre de cas dans lesquels on va se dire, c'est pas dans le périmètre du bot, ou demain, on pourra dire, c'est dans le périmètre du bot, mais on a détecté quelque chose d'atypique dans le signal vocal, la personne est stressée, il y a quelque chose qui ne va pas, et donc on ne l'envoie pas au bot, cet appel-là. On va aller vers l'humain avec une information comme quoi il y a quelque chose d'atypique. Voilà. Évidemment, quand on transfère à l'humain, on ne va pas refaire ce qu'on faisait dans le passé, c'est-à-dire qu'on envoie tout. Tout ce qui a été collecté par le bot, ça part en temps réel vers le conseiller.
Alors il y a plusieurs façons de le faire. Alors, on a la chance avec LFM d'être très intégré, donc on est allé très très loin. Quand le bot en qualification a fini son travail, en temps réel, il crée un contact dans le CRM avec tout ce qui a été dit, donc, hein, comme si c'était un conseiller qui avait fait un contact téléphonique. Et via un couplage téléphonie informatique, au moment où l'appel est récupéré par le gestionnaire, automatiquement la fiche client monte avec l'ouverture du contact et tout ce qui a été dit, hein, dans la première étape. Donc, du coup, on ne repart pas de zéro, on enchaîne naturellement sur la suite de la conversation. Demain aussi, on fera alors, le conseiller augmenté. Alors, conseiller augmenté, on en a un petit peu parlé hier. Il y a un aspect technique, mais ce n'est pas si simple que ça, quoi qu'on en dise. Et il y a aussi un aspect humain. Effectivement, il ne s'agit pas que ce soit un arbre de Noël, le poste de travail, avec des pop-up qui montent dans tous les sens. Donc le travail sur l'ergonomie du conseil augmenté, à mon avis, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas calé. Donc il y a plusieurs prototypes. Nous, on a deux clients qui sont bêta-testeurs, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Enfin, c'est aussi une grosse piste d'avenir. Et puis on peut aussi décider de router dans le cas d'LFM sur une agence. Donc l'agence, on a des conseillers mutualistes, hein, qui sont des commerciaux, qui ont une vraie problématique de disponibilité, parce que souvent, soit ils sont à l'extérieur en rendez-vous clientèle, soit ils sont avec un client, donc ils ne sont pas disponibles. C'est des petites agences, donc il n'y a pas forcément la capacité à prendre l'appel. Donc plutôt qu'envoyer l'appel sur une boucle locale dans une agence qui va sonner 3-4 fois avant de revenir au standard, ce qu'on va faire demain, c'est qu'on va sonder la disponibilité de l'agent, éventuellement regarder dans les agendas le rendez-vous de l'agent et automatiquement proposer un rappel avec le client et le conseiller quand il est disponible, il rappelle immédiatement le client. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que, en fait, on s'inscrit dans une démarche, nous, qui est de dire on va essayer de transformer la relation de client par quelque chose de différent, dans lequel il y aura beaucoup d'intelligence artificielle. Et à chaque fois, on pense à l'hybridation. Qu'est-ce que peut faire le bot? Qu'est-ce que peut faire l'humain? Mieux demain, avec toute cette partie d'IA qu'on lui apporte, soit parce qu'il a été fait avant, soit en parallèle du travail qu'il fait. Il faut que tout ça, ça soit bien fluide, bien intégré, pour que, in fine, ce qu'on veut faire, c'est rendre un meilleur service pour l'appelant, hein, qu'on arrive à améliorer, hein, le service rendu. Peut-être tu peux dire un mot sur le délai, enfin le temps que vous avez mis et l'organisation du projet, parce que dans notre mutuelle, on est 400, mais enfin, on n'est pas forcément tous à la pointe de ce genre de technique. Et puis, en plus, voilà, il faut être capable de mener ce type de projet. Et avec Zion, on a vraiment eu quelqu'un qui nous a écoutés et qui a même pris le lead, d'ailleurs, sur ce projet-là. Et les résultats sont vraiment performants. C'est vrai que Zion, on a aussi une activité de conseil. Alors ça, c'est historique, parce que moi, j'avais une activité de conseil précédemment, mais un certain nombre de clients qui nous demandent, avant de rentrer dans la partie technique, de les aider à comprendre les parcours clients, de faire la typologie des flux, identifier ce qu'on peut automatiser, pas automatiser. Donc, effectivement, on a fait ce travail chez LFM. Donc là, il y a eu un projet en plusieurs phases. Donc, suite à cette analyse qui nous a permis de se rendre compte que, par exemple, 70% des appels qui étaient reçus par le réseau commercial, c'était pas des appels, c'était des appels administratifs, donc il n'y avait rien à faire dans le réseau. Voilà. Donc il y a eu une phase de 4 mois à peu près de consulting entre guillemets classique, mais très orienté vers la reconception de l'expérience client. Et après, une fois qu'on avait le go sur le projet bon, je ne sais pas qui a le code pour faire ça, de Lucie. Après, pour le déploiement du callbot de qualification, ça s'est fait sur une phase d'1 mois et demi à peu près, donc très 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 rapide, à 2 mois. C'est vrai qu'en grande autonomie, hein, parce qu'on l'a fait à peu près tout seul. Donc tout dépend du niveau de maturité des clients. Donc chez LFM, effectivement, on était en autonomie, donc on a envoyé des équipes qui ont fait les appels, on a écouté, on a identifié les typologies, parce qu'il n'y a pas, comme dans notre société, des reportings bien détaillés avec tous les types d'appels. Donc on a créé les typologies d'appels, on a écouté les appels, on a essayé de comprendre pourquoi les clients d'LFM, les adhérents d'LFM appelaient. Donc on a tout modélisé, on a écrit la conversation, on a fait des logigrammes, on a écrit les phrases, on a tout fait. Et alors après, là où on a beaucoup progressé, là c'est un petit retour d'expérience, c'est sur la vitesse à laquelle les bots montent en compétences, hein, ce qu'on appelle globalement le machine learning, par rapport au premier bot qu'on a lancé nous il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Parce que d'ailleurs, en fait, celui qu'on a lancé pour LFM, c'est celui qui est monté le plus vite en compétences. On a beaucoup changé nos méthodologies et aussi les outils, c'est-à-dire la façon dont on va pointer au cœur de l'intelligence artificielle pour bien comprendre ce qui se passe. Donc avec LFM, on a démarré le premier premier appel client, on a eu 80%, 83% de reconnaissance des intentions, le premier jour. Le premier bot, je crois qu'on y était au bout de 3 mois. Donc 83%. À la fin de la première semaine, on était à 95%.
Et aujourd'hui, on a 98% de reconnaissance d'intention. Donc ça se fait à la fois par le pointage dans l'IA de ce qui se passe en termes de détection des intentions. Ça se fait aussi avec des outils de supervision. Ça, je ne vous les présente pas aujourd'hui, mais on a toute une solution qui permet de visualiser en temps réel et en différé tout ce qui se passe dans les bots. Donc les premiers jours, on est vraiment en temps réel, comme un centre d'appel classique. On est collé devant, on regarde toutes les conversations, on les visualise, on peut faire de la double écoute. Et du coup, les gens, la première journée, ils font du machine learning à outrance pour monter très très vite le bot en compétences. Et après, on analyse en différé, de façon plus fine. On va regarder nœud par nœud dans la conversation, à chaque endroit, à chaque intention qui pose un problème. On sort, c'est quasi automatique, ce qui s'est dit dans ces nœuds. Ça permet de comprendre pourquoi on n'a pas compris la personne. On fait les modifications de conversation, on fait du machine learning. Voilà. Et du coup, on arrive à des niveaux qui sont assez étonnants, parce que c'est vrai que 98%, même moi, j'y croyais pas il y a quelques temps. Hein, donc, voilà. France, on a fini là, à part si tu as une conclusion. Il y a des questions peut-être, non? Oui. Bakary, peut-être pour ceux qui sont arrivés ce matin, que tu te présentes. Parce que... Bakary Fofana, directeur expérience client Canal+ International sur la zone Afrique. C'est un peu long, désolé, mais il faut être précis. Concernant les accents, oui. Parce que moi je suis en local, donc sur des pays d'Afrique subsaharienne, comment vous avez travaillé, notamment sur les accents africains? En fait, on a la chance maintenant d'avoir... Enfin, le nerf de la guerre de l'IA, c'est la donnée. Hein. Donc ça s'alimente. Donc finalement, nous, aujourd'hui, on traite plus de 20 000 appels par jour. Donc en fait, dans cette donnée, on a beaucoup on a tout type d'appels et d'accents. On a un de nos clients qui traite notamment la prévoyance de travailleurs dans les secteurs d'activité où il y a énormément de personnes qui viennent du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. Donc nous, ça nous permet de sortir des échantillons de ces personnes-là, de mettre les ingénieurs, enfin toute l'équipe IA qui bosse là-dessus, et donc d'identifier les caractéristiques du signal vocal qui font qu'on permette de dire que cette personne, elle est telle zone géographique. Et du coup, grâce à cette information-là, en fait, on va modifier les résultats qui sortent des systèmes de speech to text, reconnaissance vocale, de manière à améliorer la performance de la reconnaissance vocale, qui est une brique importante parce que de toute façon, si on n'a pas compris ce que dit la personne, derrière, forcément, on ne va pas dire la suite ne peut pas suivre. Parce que Bakary va expliquer après pourquoi il a été obligé de monter des centres d'appel pays par pays, je crois, à cause des langues vernaculaires. Hein. Il y en a combien là-bas? Tu as combien de pays maintenant servis? Oh, ouais, des langues. Ouais, parce que tous ces systèmes, ils ont une certaine tolérance. La reconnaissance vocale, ils sont initialement, enfin dans l'apprentissage qui est fait par ces systèmes, ils essayent d'être relativement bande large. Mais quand on sort en fait du scope prévu, les accents sont trop forts. Là, ça décroche, donc il faut pouvoir compenser. D'autres questions? Damien? Bonjour, Damien Nutins, directeur des opérations clients du groupe Butagaz. Moi, j'avais une question qui était plus sur l'accompagnement des équipes service client face à ce type d'évolution. On en a parlé hier, nous aussi on a un callbot qu'on a développé avec Zion. Ça a suscité quand même quelques craintes à son lancement sur un callbot de commande dans les équipes. Là, on parle quand même de volumes d'évitement d'appels qui sont élevés. Et pour vous qui êtes justement un mutualiste, je pense que c'est au cœur de vos préoccupations, tout ce qui est en termes emploi, engagements sociétaux, etc. Comment vous voyez cette évolution sur les métiers de la relation client? Comment vous les accompagnez avec vos conseillers? Et éventuellement, qu'est-ce que vous faites potentiellement des conseillers qui ne seraient plus forcément utiles pour traiter les appels et les éviter par les callbots? Alors, on est dans la première phase aujourd'hui qui est le callbot de qualification. Donc on n'est pas encore rentré dans le callbot de traitement, on va y arriver. Donc c'est surtout à ce moment-là, je pense que la difficulté va se présenter. Pour moi, très clairement, il y a beaucoup de tâches effectivement qu'ils font et qu'ils n'auraient pas à faire. Enfin, clairement, là, de ce côté-là, il y a un vrai sujet. Et donc, en plus, ils ne le font pas toujours très bien, comme c'est des tâches un peu routinières, ils ne s'appliquent pas forcément, il y a pas mal d'erreurs. Enfin bon, bref, il y a tout un tas de choses, effectivement, qu'on doit changer. Alors, il se trouve que c'est vrai que, bon, je ne l'ai pas dit parce que ce n'était pas l'objet aujourd'hui, mais quand on a fixé le plan stratégique, on a donné deux objectifs. On a donné un objectif de développement commercial et puis on a donné un objectif de développement humain. Et on a créé une direction du développement humain. Et parce que, vous vous en doutez peut-être pas, mais comme cette boîte n'avait pas bougé pendant un certain nombre d'années, clairement, il y a beaucoup de choses à faire pour accompagner,
pour que effectivement tout le monde travaille dans une ambiance d'esprit d'équipe, etc. Juste pour citer, on était précédemment dans un hôtel particulier du 17e avec double porte capitonnée pour passer d'un bureau à l'autre, et là on est passé à la Défense dans effectivement 3 étages, open space, place du village, et sans cloison, quoi, y compris pour les membres du COMEX. Bon, donc voilà. Donc il y a pas mal effectivement d'évolutions. Donc on a beaucoup d'accompagnement derrière ça, clairement, parce qu'il y a déjà des modifications qui les touchent. Pour moi, clairement, ça sera une montée en compétences et une concentration sur les actes à plus forte valeur ajoutée. Enfin, c'est un peu une banalité ce que je vous dis, et ça sera probablement un peu facilité par le fait qu'on est en forte croissance. Notre chiffre d'affaires, on fait plus 60%, en nombre d'adhérents plus 50%. Enfin bon, bah, voilà. Donc il y a une croissance qui derrière est là, mais il y aura ce problème de compétences, ça c'est sûr, parce qu'à un moment donné, le callbot de traitement va finir par faire des choses très poussées. Et il faudra effectivement gérer ce problème-là. Il est un peu devant nous, mais si vous avez des expériences dans ce domaine-là, je serais ravi de les partager, parce que ça sera une difficulté. Merci. Une dernière question, question courte. Et Anna? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà fait des callbots multilingues? Alors, du vrai multilingue, on n'en a pas, mais on est dans 4 pays aujourd'hui. Donc on a un callbot en Belgique qui parle belge et wallon, enfin wallon et flamand. On va l'étendre aux Pays-Bas bientôt. On est en Allemagne, on est en allemand. On va être en français, espagnol, anglais en Allemagne. On est en République tchèque. On est le premier callbot en République tchèque, tout secteur confondu, le tout premier. Et on est en discussion actuellement pour être au Portugal. Voilà, donc en fait on n'a pas de multilingue au sens d'un callbot qui parle plusieurs langues, mais en fait on a déjà toutes les langues. Donc ce qu'on est capable de faire aujourd'hui techniquement, c'est en fait vous parler, je détecte la langue, et j'enchaîne dans la bonne langue automatiquement. Merci, passionnant.